on va upgrader cette belle bête. C'est un build de gaming de l'année 2008 basé sur un Intel Core de Quad, 2 GeForce GTX 260 en SLI et Windows Vista. Si vous voulez voir les étapes de son assemblage, je vous indique cette vidéo. Cette bécane fonctionne mais je ne suis pas satisfait de certains aspects. Déjà, le SLI qui n'est pas fiable puisque j'ai parfois du flickering. Ensuite, le contrôleur de stockage qui ne supporte pas la HCI et dont les ports SATA sont bloqués par la seconde carte graphique. Et puis bon, j'ai installé Windows Vista pour être période correcte, mais les meilleures plaisanteries ont une fin, pas vrai? Je précise que malgré les améliorations que je vais apporter, cela restera un build du début de l'ère Windows 7, c'est-à-dire 2009, donc vous ne verrez pas de Core i7 ni de GTX 1080 Ti. Allez, je vais vous montrer mon plan pour les upgrades. Pour commencer, je vais résoudre définitivement le problème du SLI, car il n'y en aura plus, tout simplement. À la place, je vais mettre cette unique GTX 275. Il s'agit d'une Gainward et oui, comme vous pouvez vous en douter, j'adore son look. Peut-être que je suis fan de Gainward sans le savoir. Au début, je voulais partir sur une GTX 280, mais la 275 est un poil plus puissante tout en consommant moins. Si vous voulez tout savoir, la GTX 260 utilise un GPU GT200, tandis que la GTX 275 utilise un GT200B qui est une évolution. En effet, il a une meilleure finesse de gravure et plus de corps. Je vous mets un petit graphique ici pour récapituler tout ça. Alors, vous êtes peut-être en train de vous demander si je ne vais pas être perdant en termes de performance en remplaçant deux GTX 260 par une unique GTX 275. Eh bien la réponse est en théorie peut-être, en pratique non, je pense pas. Déjà parce que avoir deux cartes en SLI ne veut pas dire qu'on a deux fois la puissance d'une seule carte graphique, mais en plus car il y a de très nombreux jeux qui ne savent pas tirer parti du SLI, ou alors qui ne peuvent grappiller que quelques pourcentages de pouillem de performance. Donc en pratique ça ira, je pense qu'il y a largement de quoi faire avec cette GTX 275. Ah, et je vais lui adjoindre cette GTS 250 qui sera dédiée à Physics, pour les rares jeux capables d'en profiter. Puisque je n'ai plus besoin du SLI, je peux changer la carte mère. Je vais utiliser cette Asus P5Q Pro, déjà vue dans de précédentes vidéos. On reste sur du socket 775, mais on passe sur un chipset Intel P45 avec un contrôleur SATA qui supporte la HCI et qui a bien plus de ports qu'il n'en faut, et ils sont mieux situés. Au passage, je vais en profiter pour remplacer le CPU Intel Core de Quad Q6600 par un Q9450. Le premier est gravé en 65 nanomètres et tourne à 2,4 GHz, le nouveau sera gravé en 45 nanomètres et tournera à 2,66 GHz. Donc il chauffera moins, sera un poil plus performant et peut-être même que je pourrais l'overclocker aussi. Un dernier point à propos de la carte mère est que je l'ai acheté sans le IO Shield. Donc j'ai commandé celui-ci sur eBay et je suis un peu déçu, je dois dire. Ça ne ressemblait pas à un modèle d'origine mais à une réplique. Bon ben tant pis, ça fera l'affaire. Avant de passer au démontage, j'aimerais revenir sur cette carte graphique. Je l'ai achetée pour une misère, mais il y a un petit problème, regardez. Il y a de la rouille. Il va falloir que je traite ça. Mon premier plan c'était d'échanger le bracket avec celui d'une GTS 250 qui est HS car regardez, ils ont l'air très similaires. Bon alors il faut que je commence par retirer ces petits trucs, je sais pas comment on appelle ça, des douilles, des entretoises. Et normalement il y a un outil spécifique pour pouvoir le dévisser sans l'abîmer, mais forcément je ne l'ai pas. Donc ça c'est un gant en latex. Est-ce que je peux mettre le gant en latex? Et puis je vais essayer de ne pas serrer trop fort. Ouais, ça a l'air d'avoir marché. Je sais pas si on voit, mais j'ai réussi à la défaire. Donc essayons pour celle d'à côté. Ah oui, et j'ai également ces petites vis à retirer. J'en profite au passage pour démonter le ventirad afin de pouvoir inspecter en dessous. Le radiateur m'a l'air bon, je ne vois pas de rouille, il y a juste beaucoup de poussière. Donc c'est parti pour un petit brossage afin de nettoyer ça. Alors vu l'âge de la carte, ça pourrait être une bonne idée de démonter le radiateur et changer la pâte thermique, mais je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. Donc je ne vais pas y toucher pour l'instant et on verra plus tard s'il y a une surchauffe anormale. Pour la rouille du bracket, je vais quand même voir si je peux faire quelque chose. Je l'ai tout d'abord mis à tremper dans du vinaigre une journée tout entière. Pendant ce temps, j'ai voulu remettre en place les ventilateurs, mais je me suis aperçu que des fixations en plastique avaient cassé. J'ai essayé de réparer avec de la colle, mais le résultat fut mitigé. Bon, ben je pense que ça va tenir quand même. Enfin, j'espère. Et je me souviens que j'avais eu un problème similaire avec une ATI HD 4850 de Gainward aussi, donc ça doit être une faiblesse dans leur design. Jetons un coup d'œil au bracket qui a trempé dans le vinaigre. Je suis pas sûr que ça ait fait une grande différence, donc je vais frotter avec une éponge magique. Et voilà le résultat, il reste un peu de rouille dans l'angle, mais sinon c'est déjà mieux. Mais bon, mon idée initiale était de changer le bracket, donc allons-y. Alors visuellement ça a l'air bon, mais le port DVI n'est pas tout à fait aligné, regardez. Ce qui fait que je n'arrive pas à brancher mon câble.
Bon, eh bien tant pis, je vais remettre le bracket d'origine qui a été nettoyé. Le peu de rouille restant ne se verra pas normalement. Après pas mal d'huile de coude, je pense que cette GTX 275 est enfin prête. Bon, eh bien c'est parti, attaquons le démontage du PC. Ça me fait un peu mal au cœur car j'ai passé pas mal de temps à le monter et à faire tout le cable management, mais c'est pour le mieux. Je procède d'abord au retrait des cartes graphiques. Déjà la première. Puis la seconde. Je débranche tous les connecteurs. Et je coupe tous les serre-câbles que j'avais employés pour le cable management. Je dévisse la carte mère, et il n'y a plus qu'à la retirer. Enfin, ça c'est en théorie, car comme on peut le voir, je galère beaucoup. J'ai dit à de nombreuses reprises que ce boîtier était vraiment petit et mal conçu, et bien je crois que je vais devoir retirer l'alimentation pour pouvoir enlever la carte mère. Je la dévisse, puis je la mets de côté, mais ça suffit pas, il va falloir que je la retire totalement. Et pour ça, je dois libérer les câbles attachés derrière. Et voilà, enfin, j'ai pu retirer la carte mère. Clou! Putain. Pour savourer cette première victoire, voici un plan sur les composants retirés. Ah oui, et je n'oublie pas de récupérer le IO Shield bien sûr. Allez, je peux enfin passer à la Asus P5Q Pro, la nouvelle carte mère que je vais mettre en place. Je commence par insérer le CPU Intel Core 2 Quad Q9450. Et alors pour le ventilateur, je ne vais pas remettre le Cooler Master Hyper 212 Evo car il est trop grand et empêche le boîtier de se fermer. Pour le remplacer, je n'ai rien de mieux à mettre pour l'instant que ce Ventirad Intel Stock. C'est un peu décevant, mais je pourrais toujours le changer après car le boîtier offre un accès sous la carte mère s'il faut mettre une backplate. En tout cas, je ne peux pas le mettre en place tout de suite car il faut que la carte mère soit surélevée. Par contre, je peux mettre directement les barrettes de RAM. Ce sont les deux kits de 2 Go chacun pour un total de 4 Go en PC 6400. Les timings sont identiques. De retour au boîtier, je commence par mettre en place le IO Shield. Voilà, c'est toujours un moment satisfaisant. Alors d'habitude je mets l'alimentation en premier, mais vu les difficultés présentées par ce boîtier, je crois que je m'en occuperai après. J'insère la carte mère et c'est beaucoup plus facile qu'avant quand il n'y a pas de ventirad ni d'alimentation. Petite séance de vissage. Allez, il est temps de mettre en place le ventirad, et pour cela, je vous laisse avec mon autre moi qui va bien râler contre Intel. Allez, je vais essayer de le poser avec une seule main. Il faut bien que j'aligne les fixations. Oh là là, mon dieu, ça doit étaler la pâte thermique en dessous. Tac. Tac. Voilà. Bon, c'est aussi simple que ça? Non, c'est pas aussi simple que ça. Je connais la technique pour monter le ventirad Intel, j'ai même révisé en regardant des vidéos, et pourtant cette fois il ne veut pas s'enclencher, rien à faire. Bon échec critique, j'ai cassé une petite fixation ici, et pourtant j'y suis pas allé fort, hein. J'ai fait de mon mieux pour être délicat et juste réussir à le clipser, mais bon. J'avais tout un passage que je vous épargne où je protestais contre Intel qui, malgré leur position dominante pendant plusieurs années, n'a jamais été fichu de faire un bon ventirad simple à monter et surtout fiable. Si seulement vous payiez aussi bien vos ingénieurs que vos actionnaires et votre département marketing. Ce ventirad étant pété, je suis allé voir dans mes cartons et j'en ai trouvé un autre, heureusement. Il est d'une marque inconnue, mais il dispose d'une backplate, donc il devrait être beaucoup plus fiable. Alors je dois renverser le boîtier, mais pour ne pas que la backplate tombe, je vais essayer de la caler avec un paquet de mouchoirs. Allons-y, mettons en place le ventirad. Voilà. Et ben voilà, c'est pas compliqué de faire un ventirad facile à monter et bien fixé. Intel, prenez-en de la graine. Enfin, si vous survivez les prochaines années. Bon, après, je ne sais pas ce qu'il vaut, hein. Je surveillerai les températures. Allez, je peux enfin mettre en place l'alimentation. Et encore une fois, une petite séance de vissage. Alors j'avais initialement prévu de remplacer le HDD, qui est un Velociraptor, par un SSD. Mais finalement, la flemme, je vais le laisser en place.
Disons que le bruit d'un HDD a un certain charme. Et en plus, pour une config de 2008 ou 2009, c'est plus cohérent d'avoir du HDD. Avant de mettre en place les cartes graphiques, je vais essayer de faire un peu de cable management. En accéléré pour vous, bien sûr. Et voici le résultat. Allez, passons à un autre moment satisfaisant du build, c'est l'ajout des cartes graphiques. D'abord, la GTX 275. Na. Puis la GTS 250. Et voilà. Bon, à ce moment-là de la vidéo, je voulais vous montrer du cable management, mais je vais surtout vous expliquer une bêtise que j'ai fait. J'avais mis des serre-câbles que j'ai voulu retirer en les coupant car j'ai changé d'avis, et j'ai endommagé un des câbles ce faisant. Je me suis dit que j'allais simplement le ressouder, mais là encore ce fut un échec, car en essayant de désolidariser un des câbles, j'ai endommagé celui d'à côté. Pourtant j'ai fait attention, j'ai utilisé un cutter avec une lame très fine, mais bon, je pense que c'est pas fait pour être réparé comme ça. Bon, je verrai si je peux commander un câble de rechange pour cette alimentation. En attendant, je vais devoir ruser. Je vais utiliser une ligne d'alimentation Molex avec un adaptateur pour le PCI Express. Et je vais le mettre en place sur la GTS 250. Elle ne devrait pas tirer trop de puissance car il ne servira que pour physics. Et voici le résultat. Je dirais pas que c'est bien, mais disons que c'est moins pire que prévu. Allez, il est temps de tester. Jusqu'ici tout va bien, il y a de l'affichage. Allons faire un tour dans le BIOS. Et ben voilà, contrôleur de stockage en AHCI, c'est nickel. La fréquence du CPU est bien détectée et je vois que la température est tout à fait correcte pour l'instant. Je vais juste rester un peu dans le BIOS pour désactiver les périphériques dont je n'ai pas besoin. Bon, il est temps d'installer un système d'exploitation. Et quoi de mieux pour ce build que Windows 7 bien sûr. Autant j'adore dire du mal de Windows Vista, mais alors à l'inverse, Windows 7 c'est sûrement l'un de mes Windows favoris. Je trouve l'interface tellement claire, tellement respirante et même apaisante, je dirais. Il va à l'essentiel, il y a beaucoup de merde qui ont été retirées par rapport à Windows Vista, et il n'y a pas encore toute la télémétrie ou les apps inutiles de Windows 10, ni les trucs d'intelligence artificielle dont personne ne veut dans Windows 11. Je lance donc l'installation et je fais une petite ellipse pour arriver sur le bureau. Alors c'est drôle, mais il y a déjà un pilote graphique Nvidia fonctionnel. Ça se voit car l'affichage est en 1920 par 1080, il y a les effets aéros et on voit les cartes dans le gestionnaire de périphériques. Je vais tout de même installer les drivers fournis par Nvidia. La dernière version à disposition pour la GTX 275 est la 341.92 sortie en 2015. Je me méfie toujours des drivers sortis très tard après une carte car il y a souvent des bugs. Donc je vais plutôt partir sur une version 257.15. Je l'avais car elle m'a servi pour des tests physiques dans une précédente vidéo. Après un redémarrage, je me rends dans le centre de configuration Nvidia et je lui demande de dédier la GTS 250 à Physics. Remarque, c'était déjà le paramètre proposé automatiquement. Et voilà. Afin de vérifier que cela fonctionne, je lance un petit fluid mark. Nickel. Tout fonctionne bien, mais j'ai un petit détail à régler avant de refermer le boîtier. Je dois brancher les deux ventilateurs frontaux, mais il n'y a qu'une seule prise de libre sur la carte mère. Donc je vais utiliser ce petit splitter qui était fourni avec le boîtier. Ainsi, je vais brancher les deux ventilateurs sur une même prise. Et voilà, je peux maintenant refermer le boîtier. Déjà avec un premier panneau, puis avec l'autre. Looking good. Bon, là normalement c'est le passage où je vous montre quelques jeux en train de tourner sur ce build, mais j'ai rencontré un petit problème. J'ai pu jouer de nombreuses heures à Batman Arkham Asylum, c'est absolument fluide et les effets physiques sont à fond et c'est stable. En revanche, j'entends parfois les ventilateurs accélérer et j'ai pu sentir que le boîtier devenait vraiment chaud, voire même ça sentait un peu le métal chaud. Donc j'ai installé MSI Afterburner afin d'avoir les températures en overlay et regardez ça, la GTX 275 dépasse les 80 degrés, ce qui me semble vraiment beaucoup. Alors ça se produit uniquement dans certaines conditions. Typiquement c'est quand il y a des effets physiques et dans certaines zones uniquement. Là par exemple j'ai trouvé un endroit où je peux reproduire le problème. Et pour une raison qui m'échappe, c'est encore pire quand je mets le jeu en pause, regardez. On atteint même les 90 degrés là. Pour une carte graphique, je considère que c'est trop chaud au-delà de 75 degrés et que c'est dangereux à 90 degrés. Dangereux pour les composants, j'entends. Donc, je vais voir si je peux faire quelque chose. Alors j'ai dit tout à l'heure que je ne voulais pas démonter la carte sauf s'il y avait une surchauffe, eh bien allons-y.
J'ai vu sur internet qu'on pouvait retirer uniquement le ventirad GPU, donc je le dévisse. Je peux ensuite libérer la précieuse puce. La pâte est en bon état, hein. Elle n'a pas séché, donc je ne suis pas sûr que ça va changer grand chose de la remplacer, mais bon, c'est trop tard. J'utilise mes précieux petits flacons pour pouvoir nettoyer tout ça. Le premier permet de nettoyer la pâte thermique et le second est à appliquer avant le remontage. Et c'est drôle, mais le premier flacon sent l'orange, et donc à chaque fois que j'utilise ce produit, mes composants sentent un peu l'orange. Enfin, je dis que c'est une odeur d'orange, mais si ça se trouve c'est un composé chimique ultra toxique que je ne suis pas censé renifler. Et voilà, cette puce c'est magnifique, non? Enfin moi j'aime beaucoup. Et comme je l'ai mentionné avant, je dois nettoyer avec le second flacon. Allez, je remets en place une bonne couche de pâte thermique, vu la surface à couvrir. Et je remonte le ventirad. Je refais une session de test dans la même zone du jeu et, comme prévu, ça ne change absolument rien. Enfin, maintenant, en plus de sentir le chaud, ça sent l'orange. Bon, j'ai fait d'autres tests. Tout d'abord, j'ai retiré la GTS 250 afin de n'avoir que la GTX 275. Et là, c'est beaucoup mieux. Et non, car comme je suis un boulet, je m'aperçois lors du montage que ce n'est pas la température du GPU que l'on voit ici, mais celle du CPU. Et d'ailleurs, 74 degrés pour un processeur, ça me paraît quand même un poil élevé, hein. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est le CPU qui chauffe beaucoup et qui fait chauffer la carte graphique, ou l'inverse? Je pense que ça pourrait aider si je remplaçais le ventirad CPU par un modèle un peu plus haut de gamme, genre avec du cuivre. J'ai aussi fait un autre test en retirant la GTX 275 et en mettant deux GTS 250. Et là j'obtiens 76 degrés sur le GPU primaire. Je précise qu'à chaque fois je ferme le boîtier pour être dans des conditions similaires. J'ai testé aussi avec un driver plus à jour ou en appliquant un léger underclock, mais les températures restent pareilles. Bon, et bien j'en déduis que cette température est juste normale, hein. La GTX 275 chauffe déjà beaucoup, mais elle subit en plus la présence de la GTS 250. Ça et peut-être aussi le ventirad CPU qui évacue la chaleur vers la carte graphique. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Je sais que j'ai dit que 90 degrés c'était dangereux pour les composants, mais ça ne se produit que quand je laisse le menu de pause ouvert dans Batman Arkham Asylum et seulement dans certaines zones. On verra après que sur Mass Effect 2 par exemple, j'ai pas le souci. Et justement, en parlant de Mass Effect 2, voici venu le temps de la revanche. Avec les deux GTX 260 en SLI, j'avais du flickering, et là désormais c'est vraiment nickel, hein, ça fonctionne super bien. Et comme je l'ai dit avant, les températures sont tout à fait correctes, avec seulement 65 degrés pour la GTX 275. Un jeu qui ne tire absolument pas parti de la puissance de la GTX 275, c'est Duke Nukem 3D, à travers le portage iDuke 32 bien sûr. Simple, défoulant, efficace, j'adore ce jeu, même 30 ans après. Encore un jeu qui ne tire pas parti de la carte graphique, Age of Mythology. Ce jeu conçu pour Windows 98 tourne très bien sous Windows 7 64 bits. Et c'est un jeu auquel je joue très souvent, donc c'est cool qu'il tourne tout à fait correctement sur ce build. Allez, une petite anomalie au niveau du catalogue de jeux avec Kerbal Space Program. Mon build correspond à la fin de l'année 2009, mais Kerbal Space Program a été développé en 2011 avant de sortir en version finale en 2015. Je ne pensais pas qu'il tournerait correctement, mais visiblement si. Sachez qu'il suffit de copier la version Steam et de lancer le binaire KSP_X64, il n'y a pas de DRM. Bon, le seul problème ce sont les temps de chargement. On sent que ce jeu est sorti à une époque où tous les ordinateurs avaient un SSD. Donc ouais, sur un disque dur, les temps de chargement sont vraiment longs. Mais au niveau des performances graphiques, c'est très correct, hein, même en Full HD. Et pour finir, does it run Crysis? Eh bien ouais, bien sûr que ça run Crysis. Et en DirectX 10 hein, s'il vous plaît, vu que je suis sur Windows 7. Et la fluidité est plutôt bonne, c'est surprenant, mais c'est très bien. Alors il paraît que les Intel Core 2 Duo et Core 2 Quad en 45 nanomètres sont faciles à overclocker, donc j'ai un peu envie d'essayer. La fréquence du FSB est à 333 MHz et avec un coefficient de 8, ça donne 2,66 GHz. Je vais l'augmenter à 375 MHz, ça donne 3 GHz. Je ne vais pas aller plus haut car je ne suis pas sûr que le ventirad pourra dissiper toute la chaleur. Et puis c'est juste pour tester, hein. Je le remettrai à 2,66 GHz après. En tout cas, ça fonctionne, j'ai pu faire tourner un test 3D Mark entier et faire un peu de gaming, le système est parfaitement stable. Cela démontre bien le potentiel d'overclocking de ces processeurs en 45 nanomètres. Un dernier point, pas le plus passionnant, c'est l'activation de Windows. J'ai une clé CD qui vient du MSDN AA, si
si je me souviens bien, et donc je vais appeler le numéro d'activation de Microsoft pour voir si ça fonctionne toujours. Alors c'est rigolo car j'ai appuyé plein de fois sur le 2 pour skipper des annonces génériques et je me suis retrouvé sur le service en anglais. Et là, au lieu d'être renvoyé sur un site web, j'ai droit à un service vocal interactif qui me demande de lire les numéros. Vous pouvez donc profiter de la qualité de mon accent anglais. 1, 5, 3, 8, 2, 4. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors, j'ai essayé plein de choses. J'avais un vieux PC portable avec une clé CD dont je suis pratiquement sûr que c'est un Windows 7 Home Premium 64 bits. J'ai donc réinstallé mon ordinateur avec un DVD de Windows 7 que j'ai retrouvé, mais l'activation a encore échoué. Alors j'avoue que je commençais à me demander, mais est-ce que ça fonctionne encore ce truc? Parce que rappelez-vous, quand Windows 10 est sorti, eh bien Microsoft a tout fait pour tuer Windows 7. Mais finalement, ben, je suis mauvaise langue parce que j'ai réussi à l'activer. J'ai simplement trouvé une autre clé CD sur un laptop, j'ai installé en Windows 7 professionnel et j'ai pu faire l'activation par téléphone. Donc la réponse à ma question est oui, l'activation en ligne par téléphone, ça fonctionne encore pour Windows 7. Au final, j'en suis très content de ce petit build de Early Windows 7 en version Nvidia. J'aurais juste aimé pouvoir mettre un vrai ventirad sur le CPU, et je ne suis pas non plus certain de garder la GTS 250 une fois que j'aurai terminé de jouer à Batman Arkham Asylum. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à me lâcher un pouce, abo, commentaire. Merci à vous d'avoir regardé, à bientôt.